Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct depuis Rabat et nos invités se joignent à nous depuis Dakar pour un épisode spécial présidentiel au Sénégal. Et tout porte à croire qu'il n'y aura pas un second tour pour déterminer le prochain président. Je salue le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et félicite le vainqueur, M. Bassirou Diomaye Faye, que les tendances donnent gagnant. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise. C'est par ces mots que le président sortant, Macky Sall, a félicité son successeur. Le 5e président de la République sénégalaise serait, selon les résultats non officiels, Bassirou Faye, le plus jeune président élu du Sénégal, qui plaide pour le changement de système et un panafricanisme de gauche. Celui qui vient de souffler sa 44e bougie promet de combattre la corruption, de mieux répartir les richesses et de renégocier les contrats liés aux matières premières. Bref, tout pour un souverainisme du Sénégal. Bassirou Faye incarne le choix pour la rupture donc. Bref, c'est certainement un vent frais de changement qui souffle sur ce Sénégal où, malgré les perturbations, c'est l'une des démocraties les plus stables d'Afrique qui a fini par triompher grâce justement au bon déroulement de ce scrutin. Nous analysons ce soir donc les élections sénégalaises, les résultats préliminaires, mais en tout cas, c'est sûr aujourd'hui qu'on a un nouveau président au Sénégal. Nous analysons donc cette situation en compagnie de mes invités. D'abord sur le plateau de questions d'actu, le vice-doyen en Sciences Po et Relations internationales de la faculté de gouvernance de sciences économiques et sociales, l'Université Mohamed VI Polytechnique, professeur Khalid Chegraoui. Bonsoir, professeur Chegraoui. Bonsoir, Khadija. Bienvenue à vous sur ce plateau. Marhaba. C'est moi qui vous remercie. Et en face, le politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Se joint à nous depuis Dakar à présent, Abdou Diop, président de la Commission Afrique de CGEM. Bonsoir Abdou Diop. Bonsoir Khadija, bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Média TV à travers le monde et au Maroc. Et au Sénégal. Bien sûr. Et toujours à Dakar, mon confrère et spécialiste des questions africaines, Lemine Ould Salem. Bonsoir Lemine. Bonsoir Khadija. Merci. Bonsoir à tout le monde. Merci de vous joindre à nous. Et peut-être commencerons-nous avec d'abord un mot sur l'ambiance à Dakar ce soir, Lemine. Alors, il faut plutôt parler de celle d'hier soir où quasiment Dakar n'a pas dormi, et d'ailleurs beaucoup d'autres villes sénégalaises. Une fois qu'il était presque acquis que Bassirou Diomaye Faye était donné comme vainqueur au premier tour. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui a plutôt été marquée par les félicitations de Amadou Ba à destination du président élu, mais aussi surtout celle du président sortant Macky Sall. Et bien évidemment, dans les rues de Dakar, la fête continue. Hein. La fête, elle continue et on le voit sur... D'ailleurs, les images qui sont projetées sur vos écrans, on voit que effectivement la population est descendue dans les rues pour justement confirmer son soutien à ce candidat, à ce nouveau président donc du Sénégal. D'ailleurs, il y a déjà eu une déclaration de presse du président Bassirou Faye. Je vais vous en lire un petit extrait. 24 heures après le scrutin de l'élection présidentielle, les résultats se dessinent, confirmant de manière éclatante la victoire incontestable au premier tour de notre candidat, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Plusieurs candidats, et en particulier celui du pouvoir sortant, M. Amadou Ba, ont pris le soin, et ce avec élégance, de l'appeler pour communiquer avec lui de vive voix et lui rendre un hommage appuyé. Fin de citation. Et d'ailleurs, à ce moment même, Bassirou Faye est en train de s'adresser dans son premier discours à la population. C'est à partir de 21h. Nous allons revenir bien évidemment dans quelques instants sur le contenu de ce premier discours. Alors, messieurs, il y a un peu moins de 2 semaines, ce même président était en prison. Et là, bientôt, au palais présidentiel, Mostafa Sahimi, on inverse la tendance au Sénégal. La preuve est faite, une fois de plus, de cette loi historique. Souvent, la prison conduit au pouvoir et inversement. Ça se vérifie en l'espèce. Alors, ce que je voudrais dire, pour commencer, c'est que voici 13 ans, on s'en souvient, c'était le printemps arabe.
Mars 2024, c'est le printemps sénégalais. C'est quelque chose d'exceptionnel qui vient de se passer au Sénégal et ça mérite évidemment qu'on s'y attarde. Il y a eu une crise politique pendant 3 semaines avec des dysfonctionnements depuis le 3 février jusqu'au 25 février. On ne va pas y revenir parce que c'est des choses qui sont connues, mais ce qui est important, je crois, pour commencer, c'est d'abord cette première observation. Les institutions ont fonctionné et ont résisté. En particulier, au premier plan, le Conseil constitutionnel. Il faut le dire, c'est tellement rarissime dans le continent que ça mérite un trait particulier. Deuxième observation, peut-être la maturité des Sénégalais. C'est-à-dire qu'il y a eu des affrontements, il y a eu ce qu'il y a eu par le passé. Vous savez, le nouveau président, il y a 10 jours, il était encore en prison. Donc c'est quand même important. Et malgré tout, le primat des institutions et le primat de la démocratie, je crois que c'est extrêmement important et c'est exemplaire pour le continent, dans la région évidemment d'Afrique centrale, mais ailleurs, etc. La preuve est faite que l'Afrique est en mesure de fonctionner sur un principe démocratique pour peu que les acteurs jouent le jeu, évidemment, et puis qu'il y ait un peuple solidaire, conscient, ce problème de la conscientisation, et qui accepte de se mobiliser. C'est important, c'est une mobilisation importante qu'il y a eu. Exactement. C'est le peuple qui a soutenu ce processus-là, qui a conduit à l'élection du 25 mars, donc du président Bassirou Faye. Dernière observation, me semble-t-il, c'est le changement, on va y revenir, c'est le changement que paraît annoncer la nouvelle équipe, mais ça, on va sûrement y revenir. Oui, certainement. Vous avez parlé de changement, vous avez parlé aussi de cette population mature. Il faut rappeler aussi que le contexte sénégalais, où les 70% de la population sénégalaise a moins de 30 ans. Donc, est-ce que cela, Khalid Chegraoui, a en effet joué en faveur de ce nouveau vent de changement au Sénégal? Effectivement, moi j'aimerais bien, parce que là, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Sénégal, chaque fois, quand même, arrive à donner des leçons à ce continent. Et il y a une force extraordinaire dans ce pays de dépasser les crises et de trouver quand même des terrains d'entente et de se réconcilier après quelques soubresauts, quelques mouvements. Donc il y a, comme je l'ai dit l'autre fois à la dernière émission avec toi Khadija, comme quoi il y a parfois cette tentation du Christ pour le retour, mais on arrive toujours à dépasser les crises, à trouver des terrains d'entente, à discuter, et puis ça se passe merveilleusement bien. Donc là, c'est une leçon de démocratie, c'est une leçon très très bien. D'ailleurs, il faut rendre hommage aussi à l'équipe qui était au pouvoir et qui a reconnu sa défaite. C'est quelque chose rarissime d'ailleurs au sein du continent où on conteste toujours et presque tout le temps les urnes, soit qu'ils sont pour ou contre le pouvoir en place. Alors, il y a quelque chose de très important ce qui s'est passé au Sénégal. Déjà, c'est un vote, et on en a parlé l'autre fois, si le bilan du président Macky était assez positif et bien, sur le plan des infrastructures, de l'aura du Sénégal à l'international, du rapport avec l'Union africaine, il restait quand même un certain nombre de points faibles, principalement la question de l'humain et du social. La jeunesse sénégalaise a eu beau attendre et il n'y a pas eu beaucoup de changements en ce qui concerne ces demandes. Et c'est là qu'arrive quand même une sorte de tribun, je dirais, M. Sonko, lequel on lui a donné énormément de crédibilité, plus en l'emprisonnant, en l'arrêtant, et ça a donné quand même une légitimité extraordinaire. Le discours entamé par ce tandem est d'autant extraordinaire parce qu'il touche et les aspirations internes du peuple sénégalais, principalement de la jeunesse, avec un programme assez simple mais extrêmement ambitieux, celui de la réforme constitutionnelle, de mettre en place un certain nombre de garde-fous pour ce système présidentiel assez critiqué par une jeunesse sénégalaise qui tend à voir un régime d'une autre manière, beaucoup plus loin d'un certain centralisme classique latin, pour ne pas dire franco-français, vers un autre système beaucoup plus libéral et beaucoup plus démocratique.
Seconde chose, de donner beaucoup plus d'importance et d'intérêt à la demande sociale de la jeunesse, principalement des jeunes sénégalais. Et sur un deuxième point beaucoup plus important, c'est se positionner vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'étranger. Et là, il y a eu quand même une rupture. Si on revient un peu en arrière, l'ensemble des candidats, et au fait, ont touché beaucoup plus à la politique interne. C'était des programmes qui visent l'intérieur beaucoup plus que ce qui pourra viser l'extérieur. Là, on voit très très bien. Alors, c'est un fait d'annonce. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Les raisons de la politique après le pouvoir sont totalement différentes des raisons en période de colonisation. Je me rappelle d'une anecdote entre le président Abdou Diouf et le président Ouad à propos d'une certaine déclaration, lui disant « Monsieur le Président, maintenant vous êtes au pouvoir, il va falloir voir un peu vos propos, c'est-à-dire descendre un peu plus bas et voir un peu ce qui se passe en réalité. » Et le président Ouad avait eu cette grande intelligence de lui dire « Mais Monsieur le Président, c'était des propos de campagne électorale. » C'est ça. Donc, le palais présidentiel, c'est autre chose. Donc, il y a une raison d'État que la raison électorale ne peut en aucun cas éliminer de l'espace. Donc, on va voir. Alors, il y a eu une demande quand même de ce tandem et du PASTEF de changer les rapports à l'étranger, de renégocier un certain nombre de contrats. Alors, est-ce que c'est faisable, ce n'est pas faisable? Nous allons vraiment venir. Non, il faut qu'on aille quand même dans le détail de ces promesses, parce qu'elles sont quand même. Mais c'est un discours extrêmement attrayant. Oui. Et troisièmement, je terminerai par ça. Sûr. Il y a eu un vote quand même sanction des équipes précédentes. Alors, les Sénégalais, peut-être, qui ne veulent plus de ces rapports conventionnels très classiques au ténor de la politique. On en a parlé l'autre fois. Il y a des bêtes politiques au Sénégal très connues qui ont monopolisé ce rapport, que ce soit dans l'opposition ou dans le pouvoir. Oui. Et je pense que cette jeunesse demande sa part du pouvoir, comme elle demande aussi sa part de la richesse. Oui, justement, Abdou Diop, quand on parle de cette jeunesse, est-ce que vous êtes d'accord avec le professeur Chegraoui sur ce point? Est-ce que c'est un vote sanction qui a fait que, on n'a pas voté pour le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba, et qu'on a plutôt soutenu ce candidat anti-système? En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, avant de répondre à la question, je voudrais quand même insister sur justement ce qui est en train de se passer. Récemment, j'ai été invité auprès de plusieurs organes de presse pour parler de la démocratie sénégalaise, et tout le monde me demandait est-ce que la démocratie sénégalaise était en danger lorsque les événements du mois dernier se sont passés. Et j'insistais pour dire que avant chaque élection, il y a des soubresauts qui font que, au sortir de ces soubresauts, que faire grandir la démocratie sénégalaise. Et l'histoire se répète, et je crois que c'est important de le souligner, c'est de dire que aujourd'hui, nous avons toujours eu des acteurs politiques qui savent qui sont très fiers de leur démocratie et qui savent qu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser, et ça se reconfirme. Donc aujourd'hui, on salue ce qui se passe, mais il y a un mois, c'est vrai que tout le monde était en train de jeter la pierre sur cette démocratie sénégalaise en se posant beaucoup de questions, mais heureusement, elle se réinvente et elle ressent cette exception sénégalaise qui en fait sa force démocratique, et c'est très important. Maintenant, pour revenir au fait de résultat, il y a beaucoup de choses. Je disais récemment que pour la première fois, le Sénégal aura à élire un président et non pas à en chasser un, parce que c'est d'habitude, le président sortant n'est jamais candidat. Pour la première fois, le président sortant n'était pas candidat, mais c'est vrai qu'il y avait un candidat qui représentait le système. Et quand on dit est-ce que c'est un rejet, pour que le rejet prenne, il faut que derrière, il y ait aussi quelque chose qui accroche. Et je pense que c'est ça qui est important. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, il y a ce raz-de-marée, et le raz-de-marée qui va au-delà raz-de-marée, on ne connaît pas encore les chiffres, Abdou Diop, mais en tout cas, plus de 50%, ça c'est sûr. On ne connaît pas les chiffres, mais quand l'opposant gagne au premier tour face à un candidat au pouvoir, ça reste un raz-de-marée au Sénégal, parce qu'il y avait 19 candidats quand même. Donc c'est quand même un raz-de-marée électoral. Il faut le rappeler, parce que une opposition qui gagne au premier tour, moi j'ai assisté à toutes les alternances, c'est la première. C'est la première fois que ça se passe comme ça au premier tour. Et donc il faut qu'il y ait quelque chose qui accroche, parce que ce raz-de-marée, encore une fois, est
ne l'oublions pas, avec un candidat qui n'est pas celui qui était censé être le candidat initial. Hein. Donc ça, c'est aussi très important. Tout le monde attendait Sonko. Sonko n'a pas pu se présenter. Aujourd'hui, c'est Bassirou Diomaye Faye qui porte le flambeau et qui devient président. Je pense que ce qui est important, c'est de dire qu'il y a un projet dans lequel les jeunes se retrouvent. Les jeunes se retrouvent sur plusieurs points et principalement 3 piliers. Le premier pilier, c'est effectivement sur cet intérêt pour le développement social, le développement économique et la répartition des richesses pour la jeunesse. Ça, c'est très important et on a beaucoup reproché au pouvoir en place de ne pas avoir travaillé pour la jeunesse et on se retrouve avec effectivement une hémorragie sur les départs vers le Nicaragua, vers l'immigration clandestine, parce que la jeunesse est aujourd'hui désespérée et en ce projet, il retrouve tout un espoir. Le deuxième élément, c'est par rapport à tout, vous savez, le projet, il s'appelle pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Et le juste est un mot très important, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 éléments sur lesquels la jeunesse sénégalaise ne se retrouvait pas dans cette notion de juste. C'est la gouvernance et la justice. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on l'a vu, la justice, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été emprisonnées sur la base de faits politiques et qui ont été libérées juste avant les élections. Donc, ça veut aussi dire que c'était sur la base des faits politiques. Et cette accélération de l'immixtion du pouvoir dans la justice a beaucoup agacé les gens. Et donc, la proposition d'un Sénégal plus juste accroche beaucoup. Et le deuxième sur la gouvernance, parce que effectivement, on a vu aussi qu'il y a eu beaucoup de clientélisme politique et économique qui a fait que beaucoup de gens sont devenus subitement très riches. Et ça aussi, la jeunesse n'a pas pardonné. Donc ce deuxième facteur qui regroupe la gouvernance et la justice est un élément très important. Et le troisième facteur, c'est le fait qu'il y a un sentiment d'appartenance, de reconnaissance et une empathie par rapport à quelqu'un qui symbolise la jeunesse. Comme le disait tout à l'heure, je pense que c'est Khalid ou Mustafa, on a eu pendant de nombreuses années des gens qui sont là. Depuis que moi je commence à voter, il y a des gens qui sont dans le monde politique et qui sont encore présents et qui sont encore là. Et les jeunes ne s'y retrouvent pas. Quand vous avez un jeune, on dit plus de 70% de la population à moins de 30 ans, il se retrouve plus dans un Ousmane Sonko, dans un Bassirou Diomaye Faye, que dans quelqu'un qui a 70 ans, qui a peut-être 73 ans et qui se présente aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est un phénomène important. Donc toute cette somme de phénomènes... Est-ce que vous pensez que justement, ça reste quand même un avantage dans la gestion aussi du pouvoir, être aussi jeune, et aussi c'est une question d'expérience, parce qu'il vient de fêter ses 44 ans, ce nouveau président. Il y a bien évidemment son expérience politique, mais pensez-vous qu'il ait suffisamment d'expérience politique, ou c'est en fait le fait qu'il soit aussi en duo avec Sonko qui va aussi l'aider dans ses nouvelles fonctions? Sonko est aussi très jeune. Je pense que, bon, si on parle d'expérience politique, je pense que le fait comment tout a été géré pour passer à travers les mailles du filet de la candidature et même en étant en prison, pouvoir mener une campagne électorale jusqu'à gagner au premier tour, on ne peut plus parler d'expérience politique. Là, ils ont démontré très clairement toute l'expérience politique. Maintenant, l'expérience de gestion de la chose publique, ne l'oublions pas encore une fois, depuis quelque temps, on parle beaucoup de 2 choses, et moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus ces derniers mois, pour dire que le Sénégal ne peut pas être géré par un messie ou... c'est pas un pouvoir qui est messianique. Il faut qu'on ait cette culture d'avoir une équipe solide et d'avoir un projet sur lequel on construit le futur. Et ça, je pense que c'est 2 éléments qui sont importants. Et que ce soit Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye, ils ont tous les 2 beaucoup insisté sur le fait que c'est un projet et que les personnes qui pilotent le projet ne sont pas importantes individuellement. C'est une équipe, c'est un ensemble, et que le Sénégal futur
se construira avec un ensemble de ressources et non pas une personne. Donc, moi, j'insiste pas beaucoup sur l'expérience dans la gestion de la chose publique. Il y a des gens qui peut-être étaient beaucoup plus expérimentés et qui n'ont pas délivré des résultats. Et aujourd'hui, peut-être que c'est l'occasion justement de revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire un vrai projet de société et incarné par un ensemble de personnes et une équipe. Et je pense que c'est en ça que aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Faye, même si les résultats ne sont que provisoires, mais bon, aujourd'hui très clairement avec tout ce qui a été dit, tous les appels des différents candidats, il n'y aura pas de contestation. Et je pense que c'est en ça que aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Faye présente un véritable espoir que les choses vont évoluer, qu'on ne sera plus dans du clientélisme, qu'on aura les bonnes personnes aux bonnes places, et parce que dans le projet, ça aussi c'est un élément important, c'est que c'est au-delà d'une question de parti, il faut trouver les compétences là où ils sont et mobiliser les compétences nécessaires pour mener à bien un projet de société pour un Sénégal justement souverain, juste et prospère. Avant de parler de justement peut-être la composition du prochain gouvernement, parce qu'on peut à ce stade commencer déjà à parler, parce que vous parlez de compétences, j'imagine que c'est qui va former finalement ce prochain gouvernement, qui va occuper ce poste de Premier ministre. Et surtout, d'abord, parlons davantage de Bassirou Diomaye Faye, Lamine. Donc, on le sait, c'est un inspecteur, n'est-ce pas, des finances, un peu comme d'ailleurs le candidat qu'il avait en face, c'était un ancien aussi inspecteur des finances et aussi ministre des Finances. C'est le même cursus, exactement, mais il est plus jeune qu'Amadouba. Peut-être quelques mots sur le nouveau président sénégalais, Lamine. Quelque chose que nous, peut-être, nous n'avons pas encore lu. Bon, on sait qu'il prône le panafricanisme de gauche, qu'il est pour le changement de système. On l'a entendu souvent, ce concept de souveraineté, de souverainisme. Qu'est-ce que le panafricanisme de gauche qu'il incarne déjà ? Alors, il est vrai qu'il faut quand même remarquer qu'au cours de cette élection présidentielle, il y avait une sous-représentation du corps des inspecteurs des impôts et domaines. Et Bassirou Diomaye Faye en fait partie. Alors, qui est ce garçon, qui est ce monsieur donc, qui s'apprête aujourd'hui à être le 5e président de la République du Sénégal? Bassirou Diomaye Faye, c'est l'alter ego, c'est le lieutenant de Ousmane Sonko, donc, qui incarne l'opposition radicale, qui a incarné ces dernières années l'opposition radicale au pouvoir de Macky Sall. Alors, il était inconnu du grand public jusqu'il y a de cela très peu, mais à la faveur de l'arrestation de Sonko en 2021, après justement, dans le cadre de l'affaire dite du salon de beauté, etc., quand Sonko avait été accusé par une masseuse de plusieurs viols répétés, Diomaye Faye s'est retrouvé dans la position du patron du parti. Alors, c'est en ce moment où, justement, en dehors du cercle proche du PASTEF, les Sénégalais se sont rendus compte que c'était un garçon extrêmement bien méticuleux, très organisé, et qui avait de véritables capacités de leadership. Alors, Diomaye Faye et Sonko, c'est quasiment deux faces de la même pièce. Et d'ailleurs, ils se le disent eux-mêmes. D'ailleurs, l'un de leurs slogans de campagne était que l'un, Diomaye, c'est Sonko, Sonko, c'est Diomaye. Alors, oui, mais on le sait, ils ne peuvent pas. Enfin, je veux dire, quand on est président, on est président. On ne peut pas être deux sur le même, sur le même siège. Je veux dire. C'est vrai que ce problème. C'est-à-dire peut-être qu'avant l'élection, c'était ce discours-là qu'on pouvait comprendre, mais après l'élection, comment justement cohabiter dans ce. Est-ce qu'il y aura une cohabitation au pouvoir, quoi? En partant de la nature réelle de leurs relations, en tout cas telle qu'elle est décrite par leur entourage, ils sont très intimes, très amis, il y a un rapport de confiance absolu entre eux, mais il est vrai aussi que l'exercice du pouvoir, comme le dit le vieil adage, le pouvoir ne se partage pas. Alors, voilà. Auront-ils l'intelligence de se fixer chacun, le rôle respectif? On s'attend bien sûr à ce que Sonko joue un rôle très important dans le futur gouvernement, ou en tout cas dans la gestion des affaires publiques après l'installation de Diomaye Faye. Sera-t-il Premier ministre?
ou attendra-t-il la révision constitutionnelle promise, justement, qui finira par adopter le principe de vice-présidence pour qu'il accède avec lui au pouvoir? Là, je pense qu'il faut attendre, à mon avis, la réforme constitutionnelle, ou en tout cas l'installation du gouvernement, pour savoir comment est-ce qu'ils vont, ils vont cohabiter tous les deux. Mais il faut dire aussi, ils ne sont pas les seuls, parce que cette victoire de Bassirou Diomaye Faye n'est pas que celle du PASTEF ou du duo Sonko et Diomaye Faye. Le PASTEF a fait sa campagne dans le cadre d'une coalition dans laquelle on retrouve aussi bien des vétérans de l'extrême gauche qui ont toujours été anti-système depuis l'époque de Senghor jusqu'à celle de Macky Sall, mais également d'anciens ministres très expérimentés qui ont occupé des fonctions politiques très importantes et dans la haute administration, comme Habib Sy par exemple, qui les soutient, comme Moustapha Guirassy, le directeur de campagne. Je pense qu'il faut attendre, à mon avis, la nomination du gouvernement et les premiers mois de la gestion de la nouvelle équipe, du nouveau pouvoir, pour savoir comment évolueront les relations entre Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Certainement, mais on peut déjà... Oui, alors, Moustapha Sahimi, peut-être une réaction, et je voudrais aussi qu'on parle de ces institutions. Vous avez parlé tout à l'heure de cette constitution sénégalaise. Il y a eu un changement dans la constitution sénégalaise, mais on voudrait vraiment comprendre comment marche cette machine démocratique sénégalaise. Donc on a bien sûr le président, il y a l'Assemblée nationale, ce conseil constitutionnel que vous avez évoqué tout à l'heure, la Cour suprême, bref, où commence le pouvoir du président, où s'arrête celui du Premier ministre. On veut y comprendre un peu plus. Vous avez raison de le relever, il y a la Constitution, mais il y a la pratique constitutionnelle. La pratique constitutionnelle fait que le président Macky Sall a concentré les pouvoirs, et on a parlé d'hyper-président. C'est une conception, j'allais dire jupitérienne, poutinienne du pouvoir, verticale en tout cas. Oui. Il y a aussi le fait qu'au sein de l'Assemblée nationale, c'est un parlement monocaméral avec une chambre, il y a une majorité qui était une majorité suiviste, il faut le dire, du président Macky Sall, lequel est resté quand même, il faut le dire, de 12 ans au pouvoir. 12 ans au pouvoir, ça laisse le temps de modeler le format politique et de consolider certaines pratiques. Il y a en revanche le Conseil constitutionnel, et ça c'est important parce que ce sont des juristes, moi j'en connais deux, ce sont des juristes qui ont assumé avec honneur leur mission. Et ça c'est quelque chose d'important en Afrique. Il n'y a pas de sifflet, il n'y a pas de téléphone, ils ont dit non, c'est comme ça que ça va se passer et on ne va pas accepter, etc. Voilà pour ce premier tableau institutionnel. Pour le reste, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit précédemment, si vous le permettez. La jeunesse, nos deux amis à Dakar insistent sur la jeunesse. Je voudrais dire ceci, la jeunesse, ce n'est pas une vertu. Et oui, la jeunesse, c'est un état démographique. Il faut le dire et le répéter. Alors pourquoi je dis ça? Parce que les deux responsables de ce parti, PASTEF, l'un est secrétaire général et l'autre numéro 1 et l'autre numéro 2, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont créé ce parti, donc il y a une dizaine d'années, ils ont eu un parcours, tout ça. Mais je note que l'un, nouveau chef d'État, il a 44 ans, Ousmane Sonko, il a 49 ans. J'observe aussi qu'il n'a aucune expérience des affaires publiques. C'était l'objet de ma question tout à l'heure. J'ai interpellé justement Abdou Diouf là-dessus. Oui. Mais Abdou Diouf a été diplomate, il est à Dakar. Il me permettra de le relever. Il est diplomate. C'est l'une des cordes à son arc. C'est pas une question de diplomatie. Non, c'était pour faire un mot, c'est tout simplement ceci, Abdou. Ce que je voudrais dire par là, c'est peut-être qu'on le laisse quand même clarifier son point là et son idée. Ce sont deux profils qui n'ont aucune expérience des affaires publiques. Qu'est-ce que l'expérience des affaires publiques? Aucun d'entre eux n'a dirigé une mairie. Aucun d'entre eux n'a eu des postes, etc. Ils n'ont pas eu des postes de responsabilité. Et donc, ils ont fait leur carrière où? À la direction des impôts.
inspecteur des impôts, inspecteur principal, inspecteur ceci, puis ils ont fini inspecteur des finances. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que leur univers conceptuel, il est limité. Alors évidemment, ils ont construit à partir de ça un discours idéologique avec des guillemets. C'est un discours idéologique qui a été résumé. Ils se veulent anti-système, ils se veulent panafricains de gauche. Anti-système, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Puisque vous intégrez un système. C'est pas terra nullius. Ils sont pas aux commandes dans un état fantomatique dans le désert. Ils s'installent dans un système avec des institutions, des clientèles, des catégories sociales, etc. Première contrainte. Deuxième contrainte, c'est quoi panafricain de gauche? Moi, je ne sais pas ce que c'est panafricain de gauche. C'est encore un effet de campagne électorale. Est-ce que vous ne savez pas ce que c'est, ou c'est peut-être aussi une renaissance de ce mouvement qui a vu le jour au lendemain des indépendances africaines? Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas aussi aujourd'hui, Moustapha Sahimi, un renouveau d'indépendance, une nouvelle ambition d'indépendance des États d'Afrique subsaharienne vis-à-vis de l'Occident? États africains. Oui. L'histoire du panafricanisme a été marquée par deux courants. Un courant idéologique qui était celui du président ghanéen Nkrumah, qui lui avait une vision idéologique très marquée, et une vision modérée qui a été celle du groupe de Monrovia, on le sait, et c'est ça qui a donné l'Union africaine, l'Organisation africaine en mai 63 d'Addis Abeba, qui était un compromis entre deux conceptions. Aujourd'hui, en 2024, c'est quoi? Tout le monde est panafricain. Personne ne dit qu'il est européen ou il est slave, etc. Mais qu'est-ce que c'est qu'être panafricain de gauche? Moi, je m'interroge. Autre point qui est un élément de complication, les annonces faites. Ce qui me gêne, c'est peut-être les registres des annonces électorales, mais ça a un impact. Les annonces électorales, c'est quoi? C'est la lutte contre la corruption. Oui. Personne ne va faire campagne en disant « je suis pour la corruption ». Donc ça ne mange pas de pain, évidemment. Deuxième point, la réduction... il a gagné. Hein, Oui, j'y viens. Deuxième point, il dit à réduire l'emprise de l'économie française et la sortie du franc CFA. Facile à dire, mais que faire? Comment sortir du franc CFA? Parce que c'est une question qui intéresse une dizaine d'autres pays qui sont avec le franc CFA. Deuxième point, comment mettre fin donc au poids des entreprises françaises? Alors on parle du souverainisme, c'est à la mode, ça implique quoi? Ça implique des nationalisations, gros débat et grosses complications. Autre point encore, si vous permettez 2 minutes, c'est le budget. Il faut voir les réalités. Le budget du Sénégal, il est financé à hauteur de 15% par des emprunts internationaux et des aides internationales. C'est une contrainte majeure. Est-ce que c'est une contrainte pour le réel politique aussi sénégalais? C'est ça. Oui. Alors, je voudrais juste faire réagir, parce que je vois qu'Abdou Diop, depuis tout à l'heure, veut prendre la parole. Il n'est pas avec nous sur le plateau. Juste le faire réagir. Abdou, et je vous laisse finir après. Oui. Oui, je voudrais réagir sur ces différents points. C'est important. D'abord, il faut beaucoup insister là-dessus. Cette sortie du franc CFA a été un peu extraite de son cadre. Le principe n'est pas de sortir du franc CFA pour sortir du franc CFA. Il y a plusieurs éléments sur lesquels le président élu avait beaucoup insisté pour dire d'abord, aujourd'hui, quand on parle du franc CFA, la première chose était par rapport à la souveraineté monétaire. Donc, ils insistaient pour dire qu'il faudrait que, dans le cadre du développement économique du Sénégal, on puisse avoir la souveraineté monétaire. Et cette souveraineté monétaire, elle a été exprimée à différents niveaux, en disant il faudrait qu'au-delà de l'UEMOA aujourd'hui, on essaye d'avoir une monnaie de la CEDEAO qui permette justement, entre les pays de la CEDEAO, d'avoir une certaine souveraineté monétaire, veut dire un peu plus d'indépendance de la monnaie vis-à-vis de la France, tel que le franc CFA est aujourd'hui, ce qui est légitime. Que si cette souveraineté monétaire ne pouvait pas se faire dans le cadre de la CEDEAO, il faudrait qu'on puisse l'organiser au sein de l'UEMOA en faisant une transformation
du CFA actuel, peut-être ce serait le fameux projet d'éco à développer. Mais est-ce que ça va se faire pendant le mandat de ce président? Est-ce que c'est un projet qui peut être porté par un président et achevé dans le même mandat? C'est ça la question. Mais quand on fait un projet présidentiel de développement, on ne fait pas un projet sur juste un mandat. On fait un projet de développement sur une période qui est une période de développement. Justement, l'un des grands défauts de beaucoup de pays et de beaucoup d'acteurs politiques, c'est de faire des projets à une dimension du mandat. Aujourd'hui, le projet, c'est un projet de société du Sénégal. Oui, mais il y a l'alternance politique aussi qui s'impose. Oui, mais même s'il y a l'alternance politique, on ne peut pas construire un pays en faisant des projets sur 5 ans. On doit faire un projet sur long terme. D'ailleurs, le plan Sénégal émergent a été pris sur un horizon 2035 lorsque Macky Sall prenait le pouvoir en 2012. C'est ce qui était salué. Il faut que ce soit un horizon long terme. Et l'idée, c'est de dire, il faut que, aujourd'hui, justement, le projet, les gens l'ont qualifié de panafricaniste de gauche, anti-français, mais c'est une qualification qui ne traduit pas le vrai projet. C'est encore une fois un Sénégal souverain, juste et équitable. Non, mais lui, il est pour la rupture, en tout cas. Ça, c'est lui qui l'avait déclaré. Il est pour un projet de rupture. Pour la rupture par rapport à des pratiques. Et c'est pour ça que quand on dit anti-système, c'est par rapport aux pratiques en place aujourd'hui. Et c'est pas de dire il y a un système qui existe, c'est de dire aujourd'hui il y a des pratiques en place qui découlent d'une gouvernance que beaucoup décrivent et le projet s'est mis en opposition à ce système pour venir en rupture. Quand on dit rupture, c'est rupture par rapport aux pratiques de gouvernance, rupture aux pratiques liées au clientélisme, qu'il soit économique, politique, etc. Rupture par rapport à la manière de gérer les partis politiques. Il y a beaucoup de points de rupture et ça, c'est aussi extrêmement important. Après, bien entendu, ils savent bien qu'on est dans un monde ouvert, qu'on est dans une zone de libre-échange et quand vous lisez le projet, que je connais très bien, il y a des sujets d'intégration économique régionale, il y a des sujets d'implication du secteur privé national, parce que qu'on le dise aussi, aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur l'implication du secteur privé sénégalais dans les affaires. Et moi, d'ailleurs, je l'ai dit souvent dans mon ouvrage, la croissance sénégalaise est très extravertie parce que, effectivement, elle est essentiellement exportée et ne bénéficie pas aux populations. Donc, cette rupture est une réalité. Maintenant, bien sûr, il y a le projet et après, il faut le mettre en œuvre. Il y a la réalité, absolument. Les populations sont très nombreuses. Peut-être une réaction, Khalid Chegraoui, sur ce projet de ce nouveau président, de cette nouvelle équipe présidentielle, si je peux me permettre, qui aujourd'hui veut rompre avec les pratiques passées. On l'a entendu, on l'a bien compris. Je reviendrai vers vous sous peu, Moustapha Sahimi. Et surtout sur comment est-ce réalisable? Si on parle déjà de renégocier des contrats avec des compagnies pétrolières, gazières, minières, en sachant que bien évidemment le Sénégal n'est pas réellement un pays qui dépend lourdement, pas encore, avant qu'on découvre les nouveaux gisements très importants de gaz d'ailleurs, mais ce n'est pas une économie qui dépend déjà des matières premières, mais on pense déjà à renégocier, on pense déjà à revoir son rapport à l'autre. Et quand je dis l'autre, bien évidemment, je pointe l'Occident. Oui, moi je dois relever deux choses très importantes. La première des choses, c'est beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs lors de la campagne ont un peu, comment dirais-je, n'ont pas vraiment vu ce qui se passait au Sénégal. Et on a, comme dit, c'est un jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience. Et il a démontré quelque chose d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui sait parler aux gens, c'est quelqu'un qui sait mobiliser, qui n'a pas dormi de la nuit. En dehors de Dakar. C'est-à-dire on ne parle pas que de la capitale. Ouais. En dehors de Dakar. Et pour la première fois, il l'a fait en dehors des confréries religieuses. Ce n'était pas vraiment ce discours exceptionnellement traditionnel. D'ailleurs, il y a une question à se poser. Où est passé? Est-ce qu'il y a eu un vote religieux dans ce cadre-là ou pas? Peu importe. Mais l'essentiel, et ça dénote quand même une évolution de la jeunesse sénégalaise. En dehors des sentiers battus, des sentiers conventionnels et traditionnels de la politique. Et c'est là où je suis d'accord avec Abdou, parce que effectivement, c'est un problème de pratique. Les gens ne sont pas contre l'État, les gens ne sont pas contre les institutions, ils sont contre des pratiques et des gens qui ont dénaturé ces pratiques. Et là, il va falloir rendre hommage aussi à ce Conseil constitutionnel qui a effectivement
comment dirais-je, comme dirait Badinter, c'est lui qui l'a, je pense, vous me corrigerez, c'est Mustafa Shimi, le devoir de l'ingratitude. Et effectivement, c'est des gens qui ont bien apprécié et leur poste et leur position, et ils ont fait vraiment leur devoir comme il se doit. D'ailleurs, ils sont là pour cela. Même quand on les nomme, ils savent très très bien qu'un jour, ils vont être ingrats vis-à-vis de celui qui les a nommés. Et c'est pour cela qu'ils sont nommés. Deuxième chose, alors il y a ce changement, ce rapport à la société, comment il a parlé, comment il a géré sa campagne. Deuxième chose très importante, et là Lamine l'a si bien dit, c'est on est en face d'une coalition avec énormément de personnes autour, avec énormément de capacités de prise On a la de décision. Aminata Touré, par exemple, vous connaissez, qui était présidente du Conseil économique, social et environnemental, et avant, elle était Premier ministre. Et n'oublions pas que ça, c'est quelque chose aussi de très important. Qui a beaucoup, qui a vraiment, c'était une cheville ouvrière dans la lutte pour d'abord pour que Sonko soit relâché. Elle a vraiment mené campagne aux côtés de ce Donc ils sont pas seuls, ils sont pas seuls sur la scène, ils sont pas dénués. Donc il va y avoir, et puis voilà, ils seront comme tout le monde, ils vont se mettre la main à la pâte et ils vont apprendre au fur et à mesure. Et peut-être qu'ils vont apporter un nouveau sang. Troisième chose très importante, n'oublions pas, on parle du Sénégal aussi. Et les capacités qu'a le peuple sénégalais, et ça on le voit, il suffit de faire un petit tour dans les instances internationales et voir le nombre de cadres sénégalais qui se sont expatriés dans les organisations internationales. Banque mondiale. Partout. Donc, c'est pas ça qui manque. Alors, bien sûr, il va falloir choisir les bonnes personnes, dans les bons postes, aller dans ce discours quand même pour mieux parler et puis réaliser les attentes de cette jeunesse. Parce que là, il va y avoir beaucoup de problèmes. Ce n'est pas aussi facile. Alors, juste un petit point sur la question de la renégociation. Oui, ça ne va pas être facile. Mais, encore une fois, je suis d'accord avec Abdou, c'est beaucoup plus une question de pratique. À un moment donné, il y avait X ou Y qui gérait un certain nombre de contrats et qui s'imposait comme médiateur vis-à-vis. Et généralement, c'était un membre de la famille. Je ne veux stigmatiser personne. Abdou et Lamine connaissent très très bien de qui je veux parler. Et alors là, c'est ça ce que le peuple sénégalais veut que ça change. Qu'il n'y ait pas un cousin ou un beau-frère qui s'émisse dans les affaires de l'État. Alors là, après, on verra. Parce que les contrats doivent être négociés pour l'intérêt de la société sénégalaise, de l'État sénégalais. Et il y a pas mal de choses. Et si les entreprises sont intelligentes, et je pense qu'elles doivent être intelligentes, parce qu'il s'agit... Parler des entreprises étrangères. Oui, bien sûr, des entreprises étrangères, et même des entreprises locales. Mais parlons des entreprises étrangères qui s'intéressent à ces ressources. Ils ont intérêt à renégocier leur contrat avec l'État, parce que là, ils vont négocier avec une institution et non pas avec des personnes. Les institutions continuent, les personnes disparaissent. Absolument. Écoutez, je voudrais nuancer ce qui a été dit par mes deux amis, si vous le permettez. Le contraire m'aurait étonné. Merci. D'abord, la place des jeunes. La place des jeunes est extrêmement importante. On a parlé de 70% qui ont moins de 30 ans, c'est connu, etc. La place des jeunes a été activée et surmultipliée par les réseaux sociaux. Nous connaissons la vie politique sénégalaise depuis longtemps. Je crois que c'est le phénomène le plus frappant pour cette campagne, c'est la place des réseaux sociaux dans les capacités de mobilisation en faveur donc de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ça, c'est important. Autre chose, je suis en désaccord avec mon collègue ici présent pour ce qui est de la pratique. Bien sûr, la pratique doit changer, mais dans les déclarations faites, qui sont des déclarations choc. Il est question de la suspension de l'accord de pêche avec l'Union européenne. Il est également fait référence à la réévaluation des contrats pétrole et gaz. Il n'est pas fait référence à des personnes. Ce sont les contrats qui doivent être vus. Je veux dire par là... Pardon. C'est vraiment dramatique ce que vit la pêche au Sénégal aujourd'hui. C'est un discours qui touche la population. Je parle d'aspect conventionnel. Oui. C'est un État qui a signé des conventions avec d'autres États, avec l'Union européenne. Je ne parle pas des pêcheurs. Il dit « je vais renégocier ». Il n'y a pas de mal à renégocier, il n'y a pas de rupture. Enfin, je veux dire, il n'est pas en train de menacer de rompre ce contrat ou ce partenariat. Ce que je veux dire par là, ce sont des mauvais signes adressés le premier jour
en tout cas pendant la campagne électorale, un certain nombre de partenaires traditionnels importants, l'Union européenne, les compagnies pétrolières, etc. Alors au-delà de... Justement, parce que là, il est en train de faire son discours, il vient d'évoquer, parce que c'est en train de tomber à l'instant, qui devait commencer tout à l'heure, donc cette première allocution du nouveau président élu, je le cite, c'est avant tout la victoire du peuple sénégalais dans le combat engagé pour la défense de sa souveraineté et des valeurs démocratiques. Donc les valeurs démocratiques, on l'a compris, et là, effectivement, il y a on ne s'arrête pas à une promesse de campagne, mais là, les mots sont là pour témoigner de l'ambition et de la volonté de ce nouveau président élu. C'est quoi la souveraineté du peuple? Cette souveraineté économique, souveraineté monétaire, etc. Autant de secteurs qui impliquent des rapports difficile avec des parteires étrangers. En tout cas, il parle de combat. Combat engagé. Donc en plus, c'est un vocabulaire militaire. Combat. Oui, mais il ne vient pas d'une caserne, ce nouveau président élu, on le rappelle. Je finis, si vous le permettez. Oui. Il y a la situation financière. Les chiffres sont têtus, les réalités aussi. La dette du Sénégal s'est aggravée de 76%. 76% et donc nécessité forcément d'avoir des recours, des emprunts internationaux dans des conditions difficiles avec de telles déclarations. Enfin, un mot pour finir, si vous le permettez. C'est un cabinet, c'est un président qui a proposé l'alternance. Il possède une alternance politique. La difficulté pour lui, ça sera de s'arrêter à l'alternance et de ne pas être une alternative. Je fais la différence entre alternance et alternative parce que l'alternative a un coût politique important et au-dedans et au-dehors. Un coût et un courage. Oui. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Lamine Ouelsalem, un dernier mot sur justement ces défis pour ce nouveau président élu, sur peut-être aussi ce qui se dessine sur, en tout cas, le prochain gouvernement ou ce prochain Premier ministre aussi qu'on attend, et aussi, pourquoi pas, cette relation avec le Maroc, pour finir. Alors justement, je pense que les intervenants ont quasiment souligné les grands enjeux qui attendent aujourd'hui Diomaye Faye, notamment Abdou Diop, en soulignant justement cette attente très forte de la jeunesse, mais aussi de l'opinion sénégalaise, de changement de pratiques de gouvernement, etc., de nouvelles méthodes de gestion des ressources, et ainsi de suite, mais aussi de la révision d'un certain type d'accords et de relations avec les partenaires étrangers. Je pense qu'il y a une très forte demande, très forte au sein de l'opinion sénégalaise, aussi bien au sein de la population moyenne que des élites sénégalaises, qui va dans ce sens-là. Et là, je pense que c'est le premier grand enjeu auquel sera confrontée la prochaine équipe de Diomaye Faye. Évidemment, sera-t-elle composée essentiellement du noyau dur du PASTEF? Je ne pense pas, puisque cette victoire de Diomaye Faye est celle d'une grande coalition, je le rappelle, qui comprend aussi bien des ralliés des dernières minutes comme Mimi Touré, issu de l'ancienne mouvance trotskiste, qui a été Premier ministre, puis après qui briguait la présidence de l'Assemblée nationale et qui avait quitté la coalition au pouvoir parce qu'elle n'a pas été obtenu ce poste-là, mais aussi les anciens du RND de Cheikh Anta Diop, etc., mais également des anciens ministres du président Abdoulaye Wade, qui ont très grande expérience de la gestion des affaires publiques. Alors, est-ce que Diomaye Faye sera contraint à un moment donné de faire des arbitrages entre la ligne idéologique de son parti, qu'il a amené au pouvoir à peu près, si on peut dire, et la réalité du pouvoir que pourraient éventuellement défendre les anciens ministres expérimentés comme Moustapha Guirassy, comme Habib Sy, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que, à mon avis, je pense que la présence dans son entourage d'hommes expérimentés, mais n'oubliez pas aussi, le Sénégal dispose d'une vieille administration extrêmement très, très expérimentée. L'État profond sénégalais est extrêmement puissant et très influent. Et quel que soit le chef de l'État, sa marge de manœuvre par rapport à l'État profond, aussi bien les services de sécurité, la haute administration, etc., sera très limitée. OK. Bon,
là, on ne partage pas vraiment votre avis sur le plateau, juste pour que je... Mais Khalid Chgraoui, vraiment un dernier mot ici, peut-être. Juste un petit mot, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a quand même une dynamique régionale très importante. Oui. Et je pense que le Sénégal s'insère aussi dans cette dynamique de changement régional. N'oublions pas ce qui se passe aux alentours du Sénégal, principalement dans les pays sahélo-sahariens. Juste un mot, parce que c'est quelque chose de très important. Ce sont des généraux avec des juntes, c'est pas comparable. Oui, ça c'est autre chose. Non, ce n'est pas comparable. Non, je ne dis pas que c'est la même chose. On parle des populations ou on parle des gens qui sont au pouvoir? Non, je ne parle pas des structures politiques qui sont au pouvoir. On parle des populations. C'est carrément différent. Voilà. Et il n'y a pas... Vox populi, quel que soit. Je dis qu'il y a une dynamique sociale des demandes de la jeunesse. Parce que les autres jeunes aussi étaient derrière des changements. Donc ne l'oublions pas. Et le Sénégal est un État très important dans la stabilité de la région dans ce cadre-là. Évidemment. Et c'est l'une des... Et on le sait, c'est l'une des démocraties les plus stables. Oui. Au Sénégal, ce que je sais, peut-être que mes amis vont me corriger si je me trompe, mais il y a eu toujours des traditions de négociation de l'après-élection. Et je pense que ce tandem aura l'intelligence de pouvoir négocier pas mal de virages. On le suivra certainement. Un mot, deux mots. Premier mot pour dire, c'est un tandem, ce sont des amis de 30 ans, mais l'histoire montre que deux amis de 30 ans finissent parfois comme adversaires. Mais la continuité du partenariat par-delà des alternances et de ce duo Maroc-Sénégal. Le Maroc, en un mot, la continuité. Le Maroc se réjouit de ce changement démocratique qui est intervenu dans un pays avec lequel nous avons tant de liens. Ce qu'on peut formuler, c'est quoi? C'est continuité, renforcement du partenariat privilégié, solidarité et toujours fraternité avec le peuple sénégalais. Merci beaucoup, Moustapha Sahimi. Merci à vous. Merci Khalid Chgraoui. Merci beaucoup. Merci à vous également, Abdou Diop. Merci d'avoir été avec nous depuis Dakar. Avec plaisir. Avec plaisir, c'était top. Marhaba, et merci à vous aussi, Lamine Ouel Salam. C'était un réel plaisir, encore une fois, de vous accueillir. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro de questions d'actu. Très bonne soirée à tous.